c'est vous partager l'entretien que Guilhem Caïsac m'a accordé il y a quelque temps. Alors on a évoqué avec lui son livre Traité de la médecine sacrée, quel public il fédère. Vous allez découvrir l'un de ses secrets pendant ses conférences, comment conjuguer l'ombre et la lumière, ses espoirs, comment faire face à l'adversité. Bonne écoute. Tout a commencé vers 18 ans, tu as 48 ans aujourd'hui, tu es thérapeute et enseignant essénien. Il faut comprendre que c'est un mouvement du judaïsme de la période du Second Temple à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. Tes conférences, Guilhem, ont été vues par plus de 4 millions de personnes, plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, plus de 250 conférences publiques. Tu es aussi auteur, conférencier, spécialiste de médecine sacrée. Avec ton livre sur ce sujet, on y reviendra. Et ton regard sur le monde d'aujourd'hui est assez singulier et tu contribues à changer la vie de milliers de personnes. Bonjour Guilhem. Bonjour. Alors qui es-tu ? Qui je suis ? Mon Dieu, je le cherche encore. Je cherche qui je suis à travers toutes mes activités. Alors, si je regarde mes activités, ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime la communication, qui aime partager. Je suis assez généreux de toutes mes expériences de vie et j'arrive à un âge où j'ai une maturité qui me permet de partager pas mal de choses que j'ai compris et qui peut-être pourront être utiles à d'autres personnes. Alors, quel a été ton parcours ? Comment ça a commencé ? Bien, en fait, enfant, adolescent, je me sentais pas forcément à ma place. Je ne me reconnaissais pas dans le monde qu'on me proposait. Et surtout, j'avais l'impression d'être invisible. J'avais l'impression qu'on ne me voyait pas, mes éducateurs ne me voyaient pas moi-même. Et j'avais l'impression que personne réellement ne me parlait, ne me touchait, ne me voyait. Et c'est très souffrant quand tu es enfant parce que c'est important. Tu as besoin d'être nourri de la reconnaissance de l'autre. Pas dans le sens d'un adulte, mais juste d'un enfant. C'est-à-dire qu'on reconnaisse que tu existes, que tu es un être et que tu as des besoins particuliers, que tu as une identité. Et au contraire, je trouvais que dans le milieu scolaire, il fallait pas forcément avoir d'identité. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'école avec mes enseignants, même si j'aurais pu être un élève exceptionnel, parce que justement, il ne fallait pas trop sortir du cadre. Et je comprends, voilà, quand tu es un professionnel d'éducation, tu as 30 gamins dans la classe, il faut que ça roule. Et moi, je roulais pas vraiment. Voilà. Donc ensuite, ça fait que j'ai cherché autre chose parce que j'ai été élevé dans les années 70 par des parents très ouverts d'esprit qui m'ont appris très jeune la confiance en soi, l'ouverture à l'autre et tout ça, et ça m'a donné une grande liberté intérieure qui fait que j'ai rapidement assumé ma différence et j'ai eu le courage de mener une vie qui me ressemble. Ça n'a pas forcément été facile pour mon entourage, mais donc c'est pour ça que voilà, 16 ans, j'ai commencé à faire des choix de vie très alternatifs. En plus à l'époque, c'était encore différent d'aujourd'hui, c'était encore plus marginal, mais finalement voilà, je me suis reconnu dans cette marginalité, et puis j'ai osé, mais j'ai assumé et j'ai placé ma vie intérieure et ma quête spirituelle au centre de ma vie et j'ai fait tous mes choix de vie en fonction de ça. C'est-à-dire que ça a toujours été la priorité. Donc tous mes apprentissages professionnels, ma carrière professionnelle, mes choix familiaux, personnels sont venus en fonction de cette priorité numéro 1 qui a été la quête spirituelle. Et puis après avec le temps, bien sûr, j'ai mûri et je me suis rendu compte qu'en fait une quête spirituelle n'existe pas réellement en soi, c'est juste la quête de soi et la quête de la vie et que il n'y a rien qui soit en soi spirituel, c'est juste la vie et le réel. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais une quête du réel et le jour où j'ai compris ça, j'ai comme lâché prise sur beaucoup d'idées, de préjugés que je pouvais avoir et j'ai atteint une certaine sérénité et j'ai eu l'envie d'en partager. C'est là que j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pas fait pendant la plupart de ma vie. J'étais toujours une personne très secrète et très intériorisée. Je sais que ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, mais ça a été le cas. Donc j'ai travaillé dans l'édition de livres spirituels, de santé naturelle, que je connais très très bien maintenant tout ce milieu-là. J'ai été rédacteur en chef d'un magazine de développement spirituel personnel. Donc j'ai édité des bouquins. Donc je connais, c'est un métier vraiment que j'ai appris. Puis à un moment donné, j'ai changé de carrière, j'en avais un peu marre des livres et puis j'ai fait thérapeute. J'ai fait une formation de naturopathe quand j'ai habité au Canada, puisque j'ai habité au Canada à partir de 2008 jusqu'à il y a 2 ans. Et là donc j'ai été naturopathe et là ça a été un gros choc pour moi parce que j'ai pratiqué pendant 7 ans en bureau et en fait si tu veux c'était comme une espèce d'école pratique parce que moi j'avais des grandes théories sur qu'est-ce que c'était le bien, le mal, l'incarnation, la réincarnation, l'âme, tout ça. Et en fait quand je parlais, en fait je suis un peu sorti de ma bulle, je me suis mis à rencontrer des gens qui avaient des problèmes, qui étaient incarnés sur le plancher des vaches, qui vivaient des difficultés au quotidien, qui n'avaient pas nécessairement conscience
conscience d'eux-mêmes, conscience de l'énergie, conscience de leur vie intérieure, qui vivaient dans une grande inconscience et qui en même temps souffraient. Et lorsque je leur parlais de eux-mêmes, de leur vie intérieure, de leur destin, de leur pouvoir créateur, pour eux ça voulait absolument rien dire. Et donc j'ai dû réinventer un vocabulaire et des façons d'expliquer beaucoup plus simples et beaucoup plus concret pour le coup. Et donc ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort, parce que si tu veux, avec tous ces patients qui défilaient dans mon bureau, je ne pouvais plus juste me contenter de dire oui, la soi-conscience, l'ego, l'éveil, la réincarnation, les autres dimensions, les plans parallèles, les corps énergétiques. Je pouvais pas utiliser tout mon vocabulaire et mes notions habituelles. Et donc, comme quand tu changes de pays ou de langue, tu es obligé de transformer ta communication. Et donc c'est là que je me suis rendu compte du besoin des gens de comprendre des choses et d'avoir des notions de base. Et donc l'enseignement essénien, qui pour moi était une évidence parce que je le vivais depuis tellement longtemps, j'ai eu l'envie vraiment, et c'est ce que je fais depuis quelques années, donc de le partager de manière très très simple et accessible. Donc c'est ça mon parcours, et c'est ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui devant toi. Les moyens justement pour suivre tes enseignements aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as un livre notamment qui s'intitule Traité de médecine sacrée. Tu as voulu donc populariser un petit peu ces enseignements. Tu formes également des personnes qui veulent devenir enseignants et enseignants, donc tu es enseignant d'enseignants. Oui. Les moyens pour te suivre, comment on fait si on veut en savoir plus? Alors c'est pour ça en fait la première initiative que j'ai prise, c'est que je me rendais compte que je parlais chaque fois à une personne dans mon bureau et je lui expliquais des choses que je trouvais fondamentales dans sa vie, importantes, essentielles. Et un jour je me suis dit mais en fait je perds un peu mon temps parce que je parle à chaque fois à une personne. Donc je vais faire une conférence et je vais parler donc à 40-50 personnes. Et puis j'avais demandé à être filmé parce que je me suis dit je vais la mettre sur YouTube parce que écoute, si jamais il y a 100 personnes qui cliquent dessus, eh bien au moins j'aurais parlé pas à 50 mais à 150 personnes. Et puis écoute, j'ai mis cette vidéo en ligne il y a, je crois, en 2016. Et puis, je pense que 6 mois plus tard, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, au fait, j'avais mis une vidéo sur YouTube et je me suis aperçu qu'il y avait 100 000 vues, 200 000 vues, je sais plus. Et donc, c'était branle-bas de combat. Je me suis dit, attends, il faut que j'en fasse d'autres. Ça veut dire que je dis des choses intéressantes et les gens aiment ça et ils apprennent des choses. Et donc, j'ai organisé beaucoup de conférences. À chaque fois, je me faisais filmer et à chaque fois, je transmettais ça. Donc, sur la chaîne, c'est vraiment des partages que je fais où c'est ça voyage. On m'écrit du monde entier maintenant. C'est vraiment le meilleur moyen de se familiariser avec la pensée essénienne et cette autre façon de voir la vie que j'ai. Et puis, les gens m'ont demandé plus. Donc après, j'ai décidé d'organiser des formations, des stages dans lesquels j'approfondissais les bases et aussi je transmettais des exercices pratiques. Donc il y a des exercices en mouvement qui ont pour but de conscientiser notre corps et notre vie intérieure. Et pareil, donc j'avais tout de suite eu l'idée de les filmer, de les mettre à disposition. Et donc ça, c'est comme dans un second temps. Dans un premier temps, tu peux voir sur la chaîne YouTube si ça t'intéresse, si ça te parle. Puis si tu as 10, 20, 30 euros à mettre, eh bien tu peux aller sur mon site internet, souscrire à une formation en ligne sans engagement et suivre une formation. Donc c'est pas parce que je l'ai donnée il y a 2, 3 ou 4 ans à un certain endroit du monde que tu ne peux pas la suivre. Et j'ai des abonnés qui sont membres de mon site et qui suivent cette formation et qui m'écrivent, qui sont en Ouganda, à Tahiti, en Indonésie. Je trouve ça génial parce que où qu'ils soient maintenant, ils peuvent suivre ça et ça peut transformer leur vie. Et aussi j'ai écrit le traité de médecine sacrée un petit peu comme un cri du cœur parce que lorsque je suis devenu thérapeute, je me suis rendu compte de manques très importants dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce traité de médecine sacrée. Ça c'est vraiment pour quelqu'un qui aime lire et puis qui est intéressé par tout l'aspect de thérapie, de thérapeute et de l'art de guérir en général. Qui vient à tes stages? Qui achète tes livres? Et quelles sont les différences remarquables que tu as pu observer entre la première fois où tu reçois un stagiaire et à la fin d'un stage, par exemple? Alors qui vient justement, je suis vraiment content parce que tout le monde vient à mes stages, tout le monde vient à mes conférences, tout le monde est sur YouTube, tout le monde dans le sens des personnes extrêmement différentes, des âges différents, des pays différents, des religions différentes, des milieux sociaux complètement différents, des niveaux d'éducation complètement différents et j'aime ça parce que ça veut dire que je ne m'adresse pas nécessairement, alors j'ai mon langage, j'ai mon look, j'ai mon style, ça je peux pas faire autrement, hein, mais je
je ne me limite pas et c'est ce que j'essaie, je vois que ça fonctionne, de toucher un peu plus profond au-delà des apparences et des critères sociaux. Et donc les gens ne se sentent pas nécessairement mal à l'aise de venir me voir parce que j'ai pas leur âge ou j'ai pas leur culture ou j'ai pas... tu vois, tout le monde se sent touché et ça, je suis vraiment content. Après, des différences... moi, je vais te révéler un secret, qui en sera plus un, c'est que moi, ce que j'aime, c'est essayer de désillusionner. Alors pas avec violence, pas parce que j'ai une croyance qui va écraser la tienne, mais justement, comme Socrate faisait, j'aime faire se poser des questions. Et donc, quand tu me dis quelque chose dont tu es certain, j'aime avec toi vérifier si vraiment c'est vrai, ou si vraiment tu en es certain, ou si tu ne fais que me dire une chose qui te semble bien et qui te semble vraie. Parce que je me suis rendu compte moi-même, je suis bien placé pour le dire, que j'avais adopté des idées de l'enseignement essénien, mais finalement la vie n'a pas arrêté de me mettre face à moi-même. Elle est venue me tester pour voir, oui tu dis ça, mais est-ce que c'est vrai ? Maintenant on va voir, on va remuer un petit peu l'arbre pour voir si les pommes tombent, tu vois, si ce que tu dis ça tient la route. Et je trouve que c'est un travail qu'on doit faire, d'autant plus quand on parle de valeurs, on parle d'idéal, on parle de réalité, de monde subtil et tout ça. Il faut encore plus être ancré dans le concret, dans le quotidien, dans la pratique pour vérifier si c'est vrai. Et donc j'aime faire ça. C'est pour ça que j'aime envisager les choses sous différents angles. Et donc dans les stages, ce que j'aime faire et ce que je trouve remarquable, c'est quand une personne vient avec beaucoup de certitude, même sur moi par exemple, qui je suis, ce que je partage, même positif et enthousiaste. Oh, j'adore Guillaume, c'est tellement extraordinaire et tout ça. J'aime même défier ça, j'aime le remettre en question. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin du stage, une personne me dit, tu vois, je pensais que je savais ce que j'allais trouver ici. Et bien finalement, j'ai appris complètement autre chose. Et je suis étonné. Alors que ça peut être une personne qui a vu toutes mes vidéos sur YouTube, suivi toutes mes formations en ligne. Et j'aime ça. Voilà, j'aime secouer le cocotier ou, tu vois, je sais pas comment on pourrait dire. Mais... Ce dont tu es certain, c'est de fuir les certitudes. J'aime ça. Oui. Je m'en méfie beaucoup. Et alors, j'ai la sensation, parce que j'ai eu l'occasion d'assister dernièrement à une de tes conférences, je te sens guidé, je te sens pas tout seul. C'est-à-dire que lorsqu'on va à une conférence, on a bien souvent un cadre avec des règles, et toi non. Tu arrives sur scène, tu t'installes, tu commences ton discours, et tu sais que même s'il y a des choses qui peuvent déranger, elles vont se résolver d'elles-mêmes. Est-ce que c'est une folie de ma part, ou est-ce qu'il y a bien quelque chose qui t'accompagne ? Ou est-ce que j'ai percé un secret ? Ah non, écoute, je sais pas, j'ai jamais pensé de cette façon-là. Moi, tu sais, ma spécificité, je suis pas le seul au monde, mais je suis comme ça, c'est que j'aime les gens. Et quand quelqu'un vient me voir, je me sens extrêmement privilégié que tu me donnes ton temps et ton attention et ton énergie. Tu vois, à la conférence à laquelle tu as assisté, il y a des gens qui venaient de loin, il y a des gens qui ont pris leur argent, leur temps pour venir, et je trouve ça, je me sens honoré de ça. Et donc, pour moi, il y a un enjeu qui est que je dois te rendre ce que tu me donnes. L'attention que tu me donnes, la disponibilité que tu m'offres, je dois te la rendre en qualité, en profondeur, en authenticité. Et j'aimerais pouvoir répondre à certaines de tes interrogations. Et pour ça, il faut sortir de cette culture actuelle de l'instantanéité, du flash, des micro-informations, des micro-vidéos, du scrollage sur le téléphone. Il faut se donner un peu de temps. Et lorsque tu viens t'installer en conférence, que tu me donnes 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien on va prendre le temps ensemble et je vais t'amener quelque part. Puisque tu m'en donnes l'opportunité, je te prends par la main et on va aller quelque part. Sauf que, effectivement, j'ai un petit secret, c'est que j'ai une petite idée d'où je veux t'amener. Mais on prend le temps. Et donc, tu vas passer par des endroits, des idées, des choses que je dis qui peuvent t'étonner ou même te froisser. Mais en réalité, c'est pour aller ailleurs et je sais où je vais avec ça. Et donc, tu peux avoir le sentiment qu'il y a une logique que tu n'avais pas anticipée. Mais je l'avais anticipée parce que je sais où je vais, même si toi, tu ne le perçois pas au départ. Donc, c'est ce qui peut donner l'impression. Et lorsque toi-même, tu as revu des vidéos anciennes, est-ce que tu t'es surpris parfois en te disant « Oh tiens, j'avais dit ça comme ça ». Est-ce qu'il y a toi-même, tu as été spectateur de ce que tu as déjà offert ? Non, parce que je ne me regarde pas, je ne m'écoute pas. Je déteste ça. Des fois, je dois le faire pour le travail de montage. On me demande mon avis sur quelque chose, mais c'est un des pires trucs de ma vie, ça. Je déteste ça. Les mots te viennent
assez naturellement, tu n'avais pas de notes, tu as juste une connaissance tellement puissante. Comment tu fais pour pas avoir de notes et tenir pendant 3 heures Alors, si tu viens à des formations que je donne, parfois j'ai des notes parce que je fais une formation construite sur 2 semaines, 3 semaines, et à ce moment-là, j'ai un canevas. Par contre, je n'écris jamais ce que je vais dire. J'ai juste des notes de qu'est-ce que je veux te faire comprendre comme idée, parce que aujourd'hui dépend. Enfin, si tu veux, je construis aujourd'hui pour t'amener ailleurs demain. Donc ça, tu peux me voir avec mon fameux cahier là que j'amène toujours à mes formations. Mais ça, c'est quand je fais des formations complexes et longues. En conférence, en général, je choisis des sujets que je connais très bien, que depuis tellement longtemps, que d'une part, je maîtrise le sujet, d'autre part, je sais très bien ce que je veux te dire dès le départ. Donc après, peu importe comment je te le dis, c'est pour ça que c'est rare que je me répète. C'est vraiment extrêmement rare. Et le troisième élément, c'est que j'adore parler. C'est dans le sens de j'adore avoir des personnes en face de moi qui m'écoutent, et donc j'adore parler à quelqu'un. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est à cause de les premiers confinements que j'ai dû me résoudre à parler à une caméra, mais c'est très difficile. J'ai dû apprendre à parler tout seul en fait à une caméra. Bon, il y a bien 1 ou 2 techniciens derrière, mais enfin c'est pas la foule, et c'est très difficile pour moi. Mais moi j'aime être en conférence parce que on se parle dans nos yeux. Tu vois, tu me regardes, tu as des réactions, tu as des expressions sur le visage, et on est en conversation. Moi, je me sens en conversation avec l'assemblée en face de moi, et pour moi, c'est comme un dialogue. Alors après, on pose des questions. Des fois, quand on a le temps, c'est vraiment sympa. Des fois, il n'y a pas de questions. Des fois, je parle simplement et c'est fini. Mais moi, je me sens en conversation, et donc c'est ce qui fait que je n'ai pas besoin de notes. C'est que je parle à quelqu'un de réel, et comme je sais ce que je veux dire. Après, tu sais, il y a une expression, je ne sais plus qui a dit ça, que ce qui se conçoit bien se dit aisément, ou quelque chose comme ça. Oui. Tu vois, ce qui se comprend bien s'exprime clairement, ou quelque chose comme ça, et les mots vous viennent aisément. Mais ça, c'est parce que je choisis des sujets que je connais. Si tu me demandais de faire une conférence sur un sujet que je ne connais pas, je serais incapable d'en parler. Hein. Je suis pas du tout, j'ai pas de super pouvoir. Hein. Qu'est-ce qui t'émerveille encore aujourd'hui ? Tout. Le bien, le mal, la vie, mon cœur qui bat le matin. Tout ça, ça m'émerveille, et qu'il y ait encore des êtres aujourd'hui, malgré les moments des fois difficiles qu'on vit, contraignants ou un peu désespérants des fois de l'état de la société, qu'il y ait des êtres qui se questionnent sur leur âme, sur la vie, sur le sens des choses. Eh ben, moi, je trouve que ça m'émerveille, et j'ai énormément confiance dans ce qui vit dans le cœur des humains. Ce que tu appréhenderais un petit peu ? Ce que j'appréhenderais, ça serait de parler dans le vide, et de parler tout seul, et de ne plus me rendre compte qu'on ne me comprend pas, qu'on ne m'écoute plus, et de croire que je parle alors que je parle à plus personne. Tu vois, de perdre le contact, le lien. Tu vois, je fais des vidéos sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent, qui m'écrivent, et qui ont leur vie changée. Il y a des gens qui s'endorment avec mes conférences, qui se réveillent avec, qui font leur footing avec, qui promènent leurs chiens, qui jardinent, qui cuisinent, qui font le ménage. J'adore ça, et si un jour ça n'était plus là, j'appréhenderais de ne pas m'en rendre compte, et de continuer à le faire dans le vide. Tu sais, comme des fois tu es avec des amis, et puis ils ont une conversation, puis ils se mettent à parler un peu tout seul, puis personne les écoute, et ils se rendent pas compte. Voilà, j'appréhenderais de ressembler à quelqu'un comme ça. J'aimerais aborder avec toi l'ombre et la lumière. Je vais donner un exemple tout simple. En utilisant YouTube, je pense qu'on peut dire que YouTube fait partie de l'ombre, oui, mais à la fois est un outil très puissant. On ne se serait pas connu, et tu n'aurais pas eu accès à autant de personnes. Oui. Comment tu conjugues l'ombre et la lumière dans ta vie ? Alors, c'est très simple. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Parce que quand tu regardes la nature, toutes les créatures veulent faire quelque chose. Tout le monde veut quelque chose, tout le monde fait quelque chose. Les plantes, les animaux font, les insectes. Alors, à quel moment c'est mal ? Tu vois, qu'est-ce qui est ombre, qu'est-ce qui est lumière ? Et la seule chose qui peut le déterminer, c'est qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Par exemple, des matières sont en décomposition dans ton compost, et en fait ce compost, tu vas le mettre au pied des plants de tomates. Les plants de tomates pourraient dire « Oh, mais c'est de l'ombre, qu'est-ce que c'est que ce compost, ça pue ?» Mais non, c'est de la lumière, parce que le plant de tomate sait très bien qu'il y a des nutriments qu'il va pouvoir utiliser pour pousser. Donc si tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas savoir qu'est-ce que tu peux utiliser et qu'est-ce qui est hors limite. Et donc j'ai mis mes vidéos en ligne. Effectivement, j'aurais très bien pu me dire « Non, je ne veux pas
faire un pacte avec le diable, Google, etc. Et tu sais, il y a une légende essénienne qui raconte qu'un Essénien a été condamné à l'enfer parce qu'il avait fait le mal, et puis donc il se retrouve en enfer, et là il se dit bon bah tant pis, j'ai pas de chance, mais ça va durer longtemps, donc il dit bah autant commencer mon travail. Donc il commence à construire un temple, une sorte d'église dans laquelle il va prier. Et le diable arrive et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit bah je fais mon temple parce que moi je suis un Essénien, donc je prie. Et le diable lui dit mais attends, ici c'est pas possible, tu peux pas faire ça, donc tu peux t'en aller. Et en fait je trouve que l'incarnation c'est ça quand tu es dans la vie. Des fois tu peux te dire franchement c'est dur, c'est lourd, c'est compliqué, c'est souffrant. Oui, mais quand tu sais ce que tu fais, rien ni personne ne peut t'empêcher d'être qui tu es, d'exister, et tu peux utiliser tout ce qui est autour de toi. Si c'est juste, eh bien, mais qu'est-ce qui va le décréter? Est-ce que c'est une autorité morale? Est-ce que c'est le gouvernement avec des textes de loi? Non, c'est qui tu es toi. Et si tu es vraiment, ça veut dire que tu es un avec le Créateur, avec l'origine de la vie à l'intérieur de toi, et donc que tout ce que tu fais est juste et bien. À ce moment-là, il n'y a plus de mal. Et qu'est-ce que tu vois naître comme espoir autour de toi? Alors écoute, je t'avoue que je vis énormément dans la nature, dans un environnement simple, avec des gens simples autour de moi. Dans mon petit village en Grèce, je ne suis pas forcément toujours au courant de tout ce qui se passe, et que pour YouTube, je fais une revue d'actu par exemple, où je m'informe un petit peu de ce qui se passe. Alors là, franchement, l'espoir, je trouve qu'il est difficile à trouver. Mais justement, quand tu es plus dans le réel et que tu sors de cette espèce de compost médiatique, d'accumulation de déchets que sont devenus la plupart des médias mainstream, et bien là, tu es plus en contact avec le réel. Et finalement, tu vois, quand je suis à la terrasse d'un café dans mon petit village en Grèce et que je vois les agriculteurs qui sont tout excités, il y a une sorte de fébrilité en ce moment parce qu'on va récolter les olives, je suis plus dans le réel. Et ça c'est vrai, et je me dis mais il est là l'espoir, en fait il est dans le fait que dans le réel la vie continue, et le désespoir il est lorsque tu ouvres ces fameux médias et que tu as cette espèce d'écume de la laideur et de la souffrance qui parfois est appelée actualité et qui est rassemblée. Ça c'est désespérant, mais finalement quand tu te lèves le matin, que tu regardes autour de toi et puis que tu fais les choses que tu as à faire, je trouve que la vie n'est que espoir. On va terminer avec ton livre, Traité de médecine sacrée. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? Alors dans le traité de médecine sacrée, j'ai créé donc 11 chapitres. Le premier est une introduction générale, et les 10 suivants sont 10 aspects fondamentaux de la santé. Respirer, le système immunitaire, digérer, des activités fondamentales de la vie. Et j'en donne vraiment une compréhension, un point de vue beaucoup plus profond, non pas comme quelque chose à mémoriser, mais comme comment on pourrait dire ça, sortir du placard, tu vois, sortir d'une espèce de gang ou d'enfermement, et pour voir plus loin. Par exemple, est-ce que toi tu respires? Est-ce que moi je respire? Si on va voir notre médecin, il va nous dire bah oui, heureusement, et d'ailleurs nous aux urgences, notre job c'est de s'assurer que les patients respirent. Mais pour moi ça c'est de la survie. Est-ce que je respire en ce moment dans ma vie? Est-ce que je respire dans ma pensée? Est-ce que mes sentiments respirent? Est-ce que mes désirs, ma vie, mes relations humaines respirent? Là je dois me poser des questions, et je dois me soucier de ma santé, non pas seulement physiquement, mais à tous les étages de mon être. Donc j'ai repris des aspects fondamentaux de la vie, qu'on pense être la vie de la santé, les bases de la santé, comme la digestion. Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je digère bien? C'est facile de répondre pour notre estomac et notre intestin, mais est-ce que tu digères tes expériences de vie? Et de quoi tu te nourris dans la vie? Voilà des vraies questions à se poser. Donc le traité de médecine sacrée, c'est une série de pistes de réflexion pour, encore une fois, brasser les certitudes, nous rendre un peu moins certains de nous-mêmes et nous faire nous poser les bonnes questions. Justement, cette parenthèse, l'adversité lorsqu'elle intervient dans notre vie, est-ce qu'elle est là pour nous demander si on est vraiment sûr de vouloir changer? Pourquoi l'adversité se permet de venir parfois avec autant de violence? Mon pari, tu sais, il y avait le pari de Pascal qui disait moi je crois en Dieu parce que je préfère faire ce pari-là, parce que si jamais il existe, j'aurais raison et j'aurais bien vécu ma vie, j'aurais suivi les lois de la religion, et s'il n'est pas là, de toute façon, ça ne changera rien dans ma vie. Alors moi, mon pari, le pari essénien, c'est qu'il y a une intelligence qui gouverne la vie et que les choses sont bien faites, et que si je prends cette posture et que je me dis que tout ce qui arrive dans ma vie a une utilité, un sens, je vais pouvoir trouver à l'intérieur de moi la bonne façon d'y réagir, y compris parfois pour foutre le camp, pour tout laisser, tout abandonner et fermer la porte, parce qu'effectivement je suis plus au bon endroit, je ne suis plus avec les bonnes personnes, je suis plus dans une situation qui me convient. Ça fait aussi partie des choix
possible. Ce n'est pas donc une posture de se dire tout est bien, il faut s'asseoir et tout accepter, tu vois. Mais juste d'essayer de reconnecter à l'intérieur de soi un instinct fondamental. Quelle réaction je dois avoir face à cette situation dans ma vie? Puisque tout est bien fait, est-ce que la vie est en train de me dire que je me suis complètement planté, fourvoyé dans mon orientation, ou je dois revoir ma posture et revoir ma copie parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné à l'intérieur de moi. Et puis parfois la vie nous fait des cadeaux comme cette rencontre. Merci beaucoup Guillaume Caizac. Merci à toi. Le site internet? Alors www.guillaume-caizac.com, je ne vous fais pas l'orthographe, mais tapez juste Guillaume sur Google et Caizac apparaît tout de suite. Merci beaucoup. Merci Pierre.